Il paraîtrait qu'en Italie, un jeune et beau chef de mafia recherche désespérément l'amour de sa vie. J'ai même entendu dire qu'il faudrait séquestrer l'être aimé pour provoquer l'amour. Je m'appelle Jade. Je suis Mina. Et vous écoutez l'épisode 40 du N'importe qui. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, ben c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze. Oh, moi plus de toi, j'ai jamais essayé. Pour cet épisode, on se sacrifie pour analyser un film érotique polonais qui a fait grand bruit en 2020 sur Netflix. C'est parti pour 365 jours. J'ai vu beaucoup de films de merde dans ma vie. Ces films se répartissent dans différentes catégories. Car attention, tous les films de merde ne se valent pas. Il y a ceux dont le fail est assez prévisible, comme un Astérix aux Jeux Olympiques, un Taxi 4 ou un Cinéman de Yann Moix. Il y a aussi ceux qui sont objectivement très mauvais, mais avec lesquels je passe de bons moments. Et Jade ne dira pas le contraire, puisque chaque année nous ne loupons pour rien au monde le sacro-saint festival du Nanarland au Grand Rex. Au programme, des pseudo-stars des arts martiaux avec des œuvres comme Ninja vs Bruce Lee, ou des films avec des titres toujours plus dramatiques comme Piège mortel à Hawaï, où la priorité a été apparemment mise sur le nombre de nichons visibles à l'écran que sur un semblant de scénario cohérent. Une nuit complète pour se régaler de nanars, de navets ou de n'importe quel autre légume produit avec 3 $ de budget. Mais même si ce ne sont clairement pas des chefs-d'œuvre, au moins ils ont le mérite d'être honnêtes. Pas d'erreur sur la marchandise, on sait que c'est mauvais et au final on y gagne au change puisqu'on repart souvent avec de bons souvenirs et de bons fous rires. En revanche, ce que je ne supporte pas, ce sont les films qui ont du budget et qu'on vous survend. Des films d'entre-soi complets comme The Dead Don't Die de Jim Jarmusch, dont on ne peut rien dire car considéré comme une figure du 7e art, mais je pense aussi au dernier film de Quentin Dupieux. Et ouais, je sais que je vais me mettre des gens à dos, mais c'est pas parce qu'on ne comprend rien à ton film que c'est trop intelligent, vous voyez. Hein. Ce genre de film, en plus d'être mauvais, comme un nanar, a le mérite de m'énerver au plus haut point en se donnant une fausse contenance, une fausse raison d'exister et de m'avoir fait perdre 2 heures de ma vie. Ceux-là, ce sont les pires à mes yeux. Et pour continuer le bashing, puisque en fait je me rends compte que ça me fait du bien, je pense à Prometheus de Ridley Scott, qui a gâché l'incroyable saga Alien, n'en déplaise à Jade, ou au film Solo de l'univers Star Wars, qui n'est pas capable d'avoir une putain de luminosité correcte. Je sais que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi, et ont adoré Mandibule de Dupieux ou la série Boba Fett sur Disney+. Et en vrai, c'est pas grave. J'ai bien conscience que tout ce que je raconte, ce n'est que mon avis très subjectif, et dans le fond, tout ceci n'est pas très grave, et je respecte les avis de tout le monde. En revanche, s'il y a bien une chose pour laquelle on ne peut être que d'accord avec moi, c'est bien la qualité du film que l'on analyse aujourd'hui. Parce que face à 365 jours, tous les autres films, les Taxi 4, les Sharknado, les Army of the Dead, les Suicide Squad, eux, pour le coup, je pense qu'ils ont un peu plus de mérite d'exister. Aidez-moi s'il vous plaît, je suis perdue. On m'a kidnappée, j'ai besoin d'aide. Vous comprenez? Buongiorno, signore. Tu es perdue, ma jolie? Si t'as envie de courir, tu devrais peut-être mettre d'autres chaussures. Parfois, ça sert à rien d'essayer de se battre. Il faut accepter la situation. Et pour toi, le plus tôt sera le mieux. Alors, soit tu rends les choses difficiles pour nous deux pendant 1 an, soit tu participes à l'aventure que le destin t'a offerte. Le destin n'y est pour rien. Tout vient de toi. On doit forcer la chance quelquefois. Avant d'analyser le film, Jade, peux-tu me dire, as-tu déjà vu 365 jours ? Eh bien oui, j'avais déjà vu 365 jours à sa sortie, parce qu'il a fait énormément de bruit, et comme j'aime la merde, j'ai regardé à l'époque, mais tu vois, en fait, je crois que mon cerveau a eu un effet trauma. C'est-à-dire que je me souvenais très peu du film, je me souvenais de 2-3 trucs que j'avais vraiment trouvé absurdes, mais là, se poser, en prenant des notes, en regardant bien le film pour l'analyser, mais c'était une douleur. J'ai rarement ressenti ça pour un film, c'était atroce. Je ne déconne pas, c'était atroce.
Bon, j'ai quand même un peu regardé le 2 derrière pour me dire, voilà, pour bien souffrir. Mais franchement, c'est honteux de faire un film comme ça de nos jours. Mais bref, on a 1 heure d'émission pour en parler. Je vais pouvoir m'épancher de manière plus ou moins colérique. Et toi, Mina, tu l'avais déjà vu ou pas ? Pas du tout. Je m'étais refusée de le voir parce que j'avais entendu toutes les polémiques autour du film quand il est sorti en 2020. Donc j'avais vraiment refusé de le voir parce que je voulais pas donner de l'audience à ce film. Donc au final, le n'importe qui m'y a obligé. Et mon Dieu que c'était nul et que c'était affreux. Donc ouais, j'ai regardé dans la souffrance. J'ai beaucoup trop levé les yeux au ciel pendant ce visionnage. Mais j'ai également hâte d'en parler juste après. Pour rappel, 365 jours, c'est un film polonais qui a été diffusé sur Netflix en juin 2020 en France, mais sachez tout de même qu'il est sorti en salle en Pologne et au Royaume-Uni où il a vraiment cartonné. C'est un film qui est adapté de la saga romanesque à succès en Pologne de Blanka Lipinska, 365 jours également. Film d'1h55 réalisé par Barbara Białowas et Thomas Mendes avec Michele Morone et Anna Maria Siekluka. Petit pitch pour commencer. Une femme tombe entre les mains d'un chef mafieux dominateur qui la séquestre et lui laisse 1 an pour tomber amoureuse de lui. Un pitch qui annonce déjà la couleur du film à venir. Et sachez également que si ce film a une réputation sulfureuse, c'est pas seulement pour le fond qui est très problématique, mais c'est également pour la forme, parce que beaucoup de cul, et le film est interdit aux moins de 16 ans, en tout cas en France. On est donc parti, et le film commence par les logos de production, donc Next Film, honte à vous, TVN Film, honte à vous, et le logo d'Epica, honte sur toute votre lignée. J'espère que vous n'existez plus, j'espère que vous avez fait faillite, j'espère que vous ne ferez plus jamais de film dans votre vie. Donc le film commence en pleine mer méditerranéenne, sur l'île de Lampedusa, où on se retrouve dans un rendez-vous entre mafiosos, où on fait la connaissance d'un vieux qui est à la tête d'une famille de mafia bien installée. On apprendra donc que cet homme est le père de Massimo, qui est le personnage principal du film. Et en gros, c'est pas très intéressant, en gros il y a un deal qui se passe entre 2 jeunes mafieux et le vieux. Et ce qui se passe, c'est que le vieux va voir son fils, donc Massimo, dont on a déjà un premier aperçu très sympa, c'est-à-dire que quand on fait pour la première fois connaissance avec son fils, il est en train d'observer à travers des jumelles une jeune femme en maillot de bain sur la plage, en mode un peu stalker, quoi. On a un discours très sympa du père qui le met en garde et qui lui dit « Mon fils, fais attention, les belles femmes sont un paradis pour les yeux et un enfer pour l'âme. » Ce à quoi Massimo répond « Et un purgatoire pour la bourse !» C'est tellement beau. Je crois que c'est l'une des premières répliques de Massimo. Et Massimo, parlant de lui physiquement, ça passe. Moi, je trouve qu'il fait vraiment kéké italien. Il est très bien casté. Mafieux. Mais il est beau, l'acteur est pas... Non, si, c'est mauvais. Enfin, il est pas bon, l'acteur. Mais l'acteur est pas dégueulasse. Enfin, tu vois, je le trouve plus attirant que Christian Grey. Je suis tout à fait d'accord. Je le trouve beaucoup plus charismatique que Christian, qui était vraiment... une plante, enfin je veux dire le mec avait le charisme d'un vase vide. Non, Massimo a quand même plus de charme. Charme à l'italienne, quoi. Et on enchaîne avec Daddy Mafieux qui dit la classique shit, tout ce qui est dans la lumière un jour t'appartiendra. Voilà. T'as le roi lion, quoi. Exactement. Suite à quoi, oh mon Dieu, coup de fusil, coup de revolver, tout ce que vous voulez. Et Daddy se fait shooter, mais le fiston également. Et en fait, on a une scène mélodramatique où on voit Massimo en train de potentiellement mourir. Il a des visions d'une meuf, on sait pas qui c'est, mais il voit une meuf sur un fond très saturé. Et pendant que Daddy meurt, on a une transition sur une musique R&B de merde avec vue sur coucher de soleil et le titre qui s'affiche 365 jours. C'est incroyable. Ça m'était resté en tête de mon premier visionnage. J'ai fait, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Tu sais, sur un fond de musique R&B avec les paroles qui font « Je t'ai jamais rencontré dans ma vie, mais je t'aime déjà ». Alors qu'il y a tout le monde qui vient de se faire shooter. Je fais, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Parlons-en de la BO, parce que ça va être ça. Tout le long du film, une putain de musique pop, R&B, de merde, qui n'a aucun sens, qui est mis à n'importe quel moment de l'histoire. Enfin, c'est vraiment naze. Et ouais, oh là là, ce moment où le vieux se fait shooter et qu'on pense que Massimo risque de mourir. Alors j'ai écrit mal joué, trop de ralentis. Il y avait beaucoup trop de ralentis, ça durait beaucoup trop longtemps pour ce que c'était. Et c'est que les 5 premières minutes du film. Et c'est que les 5 premières minutes, mon Dieu. On se retrouve du coup 5 ans plus tard et on a une espèce de montage parallèle. Alors j'ai cru qu'au début les scènes allaient ensemble, mais en fait pas du tout. Et d'un côté on a toujours Massimo qui est vivant, spoiler, il n'est pas mort. Et on a une espèce de montage un petit peu où on nous dit « Oh là là, vous ne récupérez que 12% des investissements de votre père ». Voilà, avec des trucs trop chelous en fait. Tu vois, il est censé faire apparemment sa négoce aux États-Unis.
Et il y a que des dialogues comme ça en mode nous sommes en Amérique enfin. Je fais oh putain, mais les dialogues du pauvre, même Ouais, les c'est vraiment les dialogues du éclatés pauvre. au sol. Et à côté, on a un montage à Varsovie avec une belle jeune femme qui s'appelle Laura. Je sais pas quel métier elle fait. Je ne sais pas. J'ai regardé cette scène plusieurs fois pour essayer de deviner. Je ne sais pas. Apparemment, elle est assistante commerciale. Ah, bon, bah écoutez, en quoi? Parce que ça veut rien dire, hein. Elle est juste assistante commerciale. Écoute, ne m'en demande pas trop, Jade. N'en demande pas trop au film. Et en gros, c'est juste un montage pour nous montrer qu'elle est redoutable en affaires et qu'elle n'a Exactement. peur de rien, même si c'est une femme. Ouais, on voit que c'est une femme un peu moderne, quoi. Une femme qui a des couilles. Elle est en négociation, elle arrive à en imposer et tout au mec, donc voilà. Ah oui, elle le dit pas à un moment, genre, elle arrive à faire son petit twist au mec, elle fait « c'est ça, avoir des couilles ». Oui, je crois, ouais. Wow. Mais ils aiment bien en tout cas faire un montage parallèle parce qu'il va se poursuivre jusque dans le taxi quand chacun va rentrer un peu chez soi. Où on a d'un côté Laura dans son taxi qui est en train de se jouer un peu en mode chaudasse, hein, elle est en train de se filmer le décolleté. On sent qu'elle est chaude. Et en face, on a Massimo, pareil, de retour dans son taxi, qui regarde une vidéo de ce qu'on suppose être sa meuf, un peu à distance, qui est en train de lui parler. Mais on n'en sait pas plus. Mystère, mystère. Alors ces montages parallèles, bon, ils vont encore continuer juste après, mais franchement, c'est problématique parce que c'est pas le même ton. D'un côté, t'as Laura, on en a rien à foutre, c'est juste meuf lambda. Bon, ok, elle est surbonne, faut dire ce qui est, l'actrice est magnifique, Ouais, faut être elle est. honnête là-dessus. Et à côté, t'as Massimo, c'est le chef de mafia, qui joue la réputation de sa famille, qui joue des histoires de pognon, des histoires de coke, avec des histoires de couple, alors qu'à côté, la meuf, tu sais pas qui c'est, t'en as rien à foutre. Tu vois, il y a deux tons de mesure, en fait. Et ça va se poursuivre juste après, parce que Laura rentre chez elle, on découvre le mec de Laura, alors j'ai oublié son nom, hein, vous m'excuserez, mais c'est beauf premier. pas Martin, genre le je mec, crois. il est moche. Comment tu dis? Je crois que c'est Martin. Martin? Bon. Et son mec est vraiment, mais c'est beauflande, quoi. Franchement, je regarde le mec, je fais jamais dans la vie, une meuf sort avec ça. Genre, la meuf arrive, c'est un avion de chasse. Le mec, il préfère jouer aux jeux vidéo plutôt qu'aller faire des petites folichonneries avec sa copine, quoi. Je fais, dans aucun univers, ça n'arrive. Aucun. Ouais, c'est vrai qu'en plus, elle est vraiment chaude comme la braise, hein. C'est-à-dire qu'elle le chauffe de ouf, mais il en a absolument rien à foutre. En fait, il la calme direct, c'est-à-dire elle commence à le caresser et tout, puis il dit « Ouais, non, ne force pas trop. En plus, ton cœur est faible. » Parce que oui, c'est important pour la suite, nous apprenons que Laura a des problèmes de santé et qu'elle a le cœur fragile. Putain, j'avais oublié ça. Ouais, j'allais dire important pour la suite, vite fait, hein. Non, mais mais bon. c'est que des trucs comme ça, des infos. Normalement, en fait, ça va être ça, le film. Ça va être des ensembles d'informations où tu dis, dans un bon film, ça devrait être mis en avant et ça devrait être exploité. Oui. Là, vous allez avoir 36 000 infos, tu fais, mais c'est pas un arc narratif et on en a rien à foutre. Vous allez comprendre par la suite. Et du coup, ça introduit un petit peu le fait que Laura est frustrée. Et également le fait qu'ils vont partir en Sicile pour des vacances. Donc, on pose ça là, on y revient dans quelques instants. Mais Laura, elle est vachement frustrée parce que Laura, c'est une nana qui aime le sexe. Et on a un nouveau montage parallèle. D'un côté, on a Massimo qui est dans un jet privé et il apprend que quelqu'un lui a pris son conteneur de cocaïne. Et sans transition, Massimo se lève. C'est un petit jet privé, donc en fait, tu peux fermer un petit rideau au milieu de l'avion pour avoir un peu plus d'intimité. Et il va avoir le bon goût, en gros, de voir l'hôtesse de l'avion, de la faire s'agenouiller et de la forcer à lui faire une fellation. Mais t'as l'impression que comme il est trop beau, comment on peut refuser ça? Et vous avez un montage parallèle avec à côté Laura, bombe sexuelle, femme fatale, qui salue un petit sextoy pour se masturber avec une ambiance néon, rose, un peu film du dimanche soir, un peu porno, je trouve, pour le coup. Mais tu vois, une ambiance très délicate, très féminine, avec des grosses guillemets, j'ai envie de dire. Et genre, c'est un moment sensuel, elle est heureuse, elle se masturbe, elle est bien, et l'autre, il est en train de forcer une meuf à lui faire une fellation. Mais en plus, t'as ce truc où Laura, elle est un peu dans le noir, dans cette lumière tamisée, et de l'autre côté, t'as une fellation forcée, donc un viol, en pleine lumière du jour. C'est-à-dire que vraiment, il a chopé cette hôtesse de l'air, il lui a même pas adressé la parole, il l'a fait baisser comme ça, puis on a vraiment ce truc pendant toute la fellation, parce qu'on est vraiment sur une fellation, on est un peu sur une gorge profonde même, hein. Ouais. Et il y a vraiment ce truc où Massimo va bien accrocher la tête de l'hôtesse de l'air pour pousser la tête vers sa bite à chaque fois. C'est un film moins 16 ans, donc on ne voit pas d'organes génitaux. En revanche, on peut voir à quelques plans quand même la base de ce qui est supposé être la tub, donc qui est sûrement le sextoy utilisé pour simuler la fellation. Et en fait, moi, ce qui me choque, parce que je pense que là, on était à quoi? Allez, 10 minutes On de a film 10 minutes. 10 minutes de film. Vraiment, j'avais envie de jeter mon ordinateur. Parce que, en fait, c'est une scène hyper porno où on a un gros plan sur le visage de l'hôtesse de l'air à qui on force la fellation.
c'est clairement un boulard en fait. Tu te rends compte que t'as vraiment un boulard. T'as une musique de merde en fond, mais ça, ce n'est que le début des emmerdes. Et t'entends les bruits de fellation, de gémissement du mec, un peu presque de la meuf, les bruits de bouche, quoi. Ouais. De fond de gorge. Enfin, c'est... Waouh, j'étais hyper choquée. Et il va lui jouir dans la bouche sans rien demander, hein, bien entendu. Et on termine sur l'hôtesse qui a des larmes, qui chiale. Mais en fait, elle s'éloigne, elle est un peu contente, elle a un petit peu un sourire en coin, en train de s'essuyer le coin de la lèvre en mode « Ah, quand même, c'était pas si mal, quoi. » Je fais « Oh là 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 là, mais c'est pas possible qu'en 2020, on sorte une merde pareille. C'est pas possible. » Et on est qu'à 10 minutes de film. 10 minutes. Et ça va être ça pendant tout le film. C'est hallucinant ce truc, ça fait vraiment genre, ouais, il a force, mais bon, faut pas que ça ait trop l'air d'un viol, donc on va quand même lui demander de sourire un petit peu face caméra. Enfin, t'es là genre, non. Et vraiment, ce plan de fin où il lui a éjaculé dans la bouche, t'as vraiment cette espèce de contre-plongée sur son visage où elle le regarde avec les larmes aux yeux, tu sais, le truc un peu... En fait, il lui manque plus que le jet de sperme sur le visage et on y est, quoi. C'était pas loin. C'est une fin de boulard, quoi. Ouais, c'était pas loin, mais bon, quand on est un mec, qu'on est beau, qu'on est riche, et qu'on a du pouvoir, franchement, le consentement, ça compte pas. Et ce n'est que le début. On enchaîne. Du coup, on vous introduit le fait que Laura, elle va en Sicile pour passer des vacances. Et comme de par hasard, Massimo va se retrouver en Sicile. Et si Laura, elle va en Sicile avec son copain et sa meilleure pote, qui a l'air d'être une sacrée connasse aussi, c'est parce que c'est son anniversaire. C'est trop chelou d'ailleurs comme moment, son anniversaire, très très gênant. On voit qu'elle est pas contente, on voit que ça la fait chier, on voit que son mec il fait aucun effort. Et il va y avoir ce moment décisif où elle va aller aux toilettes du bar. Et elle est dans un endroit, un petit jardin un petit peu sombre, et on entend tout d'un coup « T'es perdue ma jolie ?» Avec une sorte de musique de thriller, de viol, trop chelou, et elle se retourne et c'est Massimo qui l'a capté. Il se passe rien de plus pour le moment, c'est juste très angoissant pour une première rencontre. Mais en fait, c'est bizarre parce qu'on dirait que cette rencontre, elle est presque irréelle. On dirait que c'est presque une rencontre du destin, tu veux dire ? Tu sais, on dirait que c'est un rêve qu'elle a une espèce d'hallucination où elle voit Massimo, mais qu'en fait, parce que c'est vraiment genre, t'es perdue ma belle, elle se retourne, il est même plus là, fin. C'est vraiment très bizarre. Bref, j'ai pas compris, mais... Ça s'appelle une mauvaise réalisation, Mina. Faut pas chercher encore une fois, c'est ouais, juste c'est très vrai. mal réalisé, faut pas chercher des significations partout, c'est juste une bouse mal réalisée. Transition directe sur une scène de piscine où on découvre que le mec de Laura était pas là de la nuit, il l'a planté alors qu'il devait aller se faire une balade et il s'engueule. Et je comprends pas, il y a la pote de Laura qui filme à côté avec son portable. J'ai pas compris. Ah, je vais pas capter si elle filmait ou pas. Moi, j'ai juste vu qu'effectivement, son cum est un gros bâtard, un gros connard. Enfin, pardon, c'est un peu vulgaire ce que j'ai dit. Si tu peux y aller, quand on va savoir ce qui s'est passé après, oui, on peut confirmer, quoi. Et vous vous en doutez bien, en vrai. Mais je te jure, sa pote, elle filme à côté pendant qu'ils sont en train de s'engueuler en mode « Ah, c'est trop rigolal !» Je te jure, Mina, si un jour tu fais ça, il y a plus de podcast. Plus de podcast. Et on enchaîne sur un nouveau montage R&B de merde. Horrible. Ouais, j'ai mis Laura triste avec musique de merde. Dans des ruelles sombres, on sait pas ce qu'elle fout là. Juste vraiment, imaginez-vous la transition d'une meuf qui engueule son mec à la piscine et directement R&B de merde, tu la retrouves dans une ruelle sombre. Et pareil, on dirait que c'est onirique tellement c'est mal fait. Tu sais, on dirait un truc un peu métaphorique, quoi. On dirait un peu qu'elle est en train de rêver. C'est très bizarre. Elle est dans une ruelle sombre. On sait pas ce qu'elle fout là. On sait pas ce qu'elle fait. Voilà. Et vous avez cette scène très angoissante dans les thrillers où il y a une voiture derrière Laura qui allume ses phares, plein phare. Et on a une espèce de fondu avec Laura qui rencontre un homme qui lui dit on va y aller ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus, mais voilà. Ça n'inaugure rien de bon pour notre copine Laura. Et elle se réveille dans une super chambre, d'un immense domaine, on sait pas trop où c'est. Elle sait pas où elle est. Et on entend que quelqu'un déverrouille la grande porte. Donc elle sort de la chambre et elle se retrouve dans un salon. Et qu'est-ce qu'elle découvre ? Oh my god, un immense portrait d'elle, mais vraiment beaucoup trop grand, quoi. Massimo arrive juste derrière elle, un peu comme un serial killer, ce qu'il va faire un peu trop souvent, en lui disant « Tu es perdue, ma jolie ?» Et là, elle tombe dans les vapes parce qu'elle est un petit peu paniquée et qu'elle a fait une mauvaise réaction au sédatif qu'il a utilisé pour l'enlever. Parce que oui, souvenez-vous, elle a des problèmes au cœur. Mais surtout, information, elle s'est faite enlever. Oui, oh. Et on a toute une scène, en fait, où voilà, Massimo va lui donner un glaçon à sucer parce qu'elle fait vraiment cette mauvaise réaction. Et on va voir tout le pourquoi du comment, déjà dès le début, au bout de 15-20 minutes, c'est bien, au moins on sait. Mais pourquoi est-ce que Laura est là ? Eh bien, Massimo, le BG, prend la pose devant la cheminée allumée. Ce que je vais te raconter est tellement incroyable. En fait, c'est pas compliqué. Quand il s'est fait tirer dessus, il était sur le point de mourir, et il a vu une meuf que nous aussi on a vue, et cette meuf, c'était Laura. Et il s'est mis en tête que, je sais pas, c'était la meuf avec qui il était destiné, qu'il fallait qu'il la retrouve, que c'était l'amour de sa vie.
Et quand il était en Sicile, il a vu Laura à l'aéroport en se disant « Un jour tu seras moi, je sais qu'un jour tu tomberas amoureuse de moi ». Mais là, on nous rappelle un peu le caractère de femme forte de Laura, faut quand même s'en souvenir, parce qu'elle réagit de manière un peu agacée. Elle dit « Tu veux rire ? J'appartiens à personne, je suis pas ton objet, tu ne peux pas m'avoir comme ça, me kidnapper et imaginer que je vais être tout à toi », ce qui est vrai. Lui, il est convaincu qu'un jour, elle tombera amoureuse de lui, mais pas parce qu'il l'aura décidé, parce qu'elle le voudra. Donc elle s'énerve un petit peu, elle lui dit « Attends, moi j'ai déjà un petit copain qui doit me chercher, j'ai une famille, il faut que tu me laisses partir ». Massimo fait une révélation à Laura. Photo à la pluie, il lui montre que Martin, son petit ami, couche avec une autre femme. Et donc lui dit « Tu ne le mérites pas ». Et du coup, il va se passer quelque chose qui se passera très très souvent pendant ce film, c'est-à-dire que Laura s'énerve très très fort, genre ça y est, elle se lève, elle fait non mais c'est pas possible, gna gna. Et Massimo va la retenir physiquement. Mais vraiment, quand on vous dit la retenir, c'est lui choper le cou, lui choper la tête, la serrer, la plaquer contre un mur, des choses comme ça. Voilà, il va faire ça pour la première fois. Et il lui tripote les boobs en disant « Je ferai rien tant que je n'ai pas ta permission. Oh, mais au secours, sauvez-moi. Sérieusement, sauvez-moi. » Et tu sais, il lui tripote les boobs en même temps, il la retient, je ne ferai rien tant que j'ai pas ta permission. Et il lui dit cette fameuse phrase qu'on retrouve sans doute dans Fifty Shades également. Je ne sais pas être gentil. Fais attention. En fait, 365 jours, c'est considéré comme un film érotique pour, je pense, uniquement ces scènes de pseudo-tension sexuelle où effectivement, il passe son temps à la plaquer contre un canapé, un mur, tout ce que vous voulez. Il la bloque, il lui parle à 2 cm du visage. Et c'est comme ça que naît, soi-disant, dans l'esprit de certains, une espèce de tension sexuelle très malsaine. Franchement, j'ai pas compté le nombre de moments où il y avait ça, mais c'était beaucoup trop. Enfin, il y en avait beaucoup trop dans le film. Le mec est déjà en train de lui palper le sein sans son autorisation, et il dit « Je ne ferai rien tant que je n'aurai pas ta permission. » Enfin, tu es déjà dans l'abus, là. C'est déjà une agression, en fait. Et c'est pas la première fois. On va voir que des agressions, il va y en avoir beaucoup d'autres après. Mais cela dit, le compteur est lancé. Laura a 365 jours pour tomber amoureuse de Massimo, sans quoi il la libérera. Ils sont interrompus par les 2 comparses de Massimo, qui travaillent avec lui, qui sont Mario le Vieux et Domenico le Jeune. C'est comme ça que je les ai décrits. Et on apprend qu'il y a une seconde intrigue dans ce film, quand même, autour d'un conflit entre 2 familles de mafieux, celle de Massimo et une autre famille qui s'appelle les Gattuso, et que, en gros, c'est la merde. Fissa, Massimo s'en va dans une espèce de grotte qui appartient dans le domaine. On découvre qu'il séquestre un autre homme qui s'appelle Alfredo, qui faisait partie de leur team, qui est attaché sur une pierre parce qu'il leur a volé de la marchandise, mais si c'était que ça, il aurait été libre. Non, le mec a vendu des enfants à un bordel. Et ça, c'est trahir et salir la famille. Parce que oui, Massimo est un homme qui séquestre et viole des femmes, mais c'est quand même un homme qui a des valeurs. Bon, ils vont le faire disparaître et il va crever comme s'il n'avait jamais existé. Et c'est à ce moment-là que revient Laura. Mais je tiens quand même à le préciser parce que ce que vous décrit Mina, en fait, on n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Voilà, c'est pas par rapport à toi, vraiment, encore une fois. Ah oui, non. Mais c'est que là, c'est peut-être l'intrigue la plus creusée qu'on aura de toute l'histoire de mafia de ce film. Mais on n'en a rien à foutre. On vous pose des pseudo-histoires de mafia, mais on s'en branle, quoi. Franchement, pas dans le sens, ce n'est pas important, dans le sens que ils en font tellement rien, ce n'est tellement pas approfondi, que finalement, quand ça revient, tu fais « Ah oui, c'est vrai, il est mafieux. Ah, j'avais oublié. » Ça sert à rien, ça te permet juste par 2-3 petits détails de comprendre que c'est un connard, mais c'est pas tout à fait un connard. Toujours ce truc de, comme Christian Grey, tu vois, c'est-à-dire que c'est un connard, c'est un mec qui a des gros problèmes de possessivité, mais à côté de ça, avec son entreprise, il donne de l'argent aux petits Africains. Voilà, tu vois, c'est un peu ce truc qui te permet, c'est des histoires, des intrigues dont on n'a rien à foutre, mais qui te permettent de comprendre que c'est pas trop des connards, comme on veut te le faire croire. Nouveau réveil de Laura dans sa chambre avec Massimo torse nu qui la regarde dormir à côté. Et ça va être beaucoup trop souvent également. Ah oui, parce que il se réveille à côté d'elle, parce que Laura a tenté de s'enfuir et est tombée pile devant la famille qui tuait Alfredo. On s'en fout, franchement. Et elle, comme elle a des problèmes au cœur, et ben, elle tombe dans les pommes. Du coup, Massimo ne veut toujours pas lui donner son téléphone ou quelques moyens de communication avec l'extérieur. Et il lui annonce qu'ils partent, que c'est un ordre. Et du coup, Laura, vous commencez à la connaître, elle se rebelle, elle est pas contente. Et Massimo lui saute dessus, il la violente un petit peu. Moi, j'appelle, il dit ça, il la violente. Ça veut dire, il lui prend la tête en disant « Ah là là, tu vas faire ce que je te dis, sois gentil avec moi, gna 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 ». Et du coup, elle refait ça dans le lit, donc super. Et on enchaîne directement avec un nouveau montage, musique fun, mais vraiment une musique un peu funky, un peu rigolote, de Laura qui prend son petit déjeuner, qui dort au soleil et qui balance 2-3 punchlines à Massimo qui la force quand même à venir avec lui comme il le disait. Et c'est un petit peu en mode fun, tu vois, genre ah là là, je me laisse pas faire, franchement, tu t'es pris pour qui, tu vois, mais c'est trop chelou, le ton est vraiment hyper chelou. Et on enchaîne direct avec un moment Pretty Woman, le premier de ce film, parce qu'il y en aura encore une fois beaucoup,
où ils vont faire du shopping en mode flex et détente. En fait, ce qui est très agaçant aussi avec ce film, c'est qu'on n'a aucune indication sur le temps qui passe. C'est-à-dire qu'elle a 365 jours pour aimer un homme, mais t'as l'impression que jour 2, session shopping, elle kiffe sa life. Enfin, ça, c'est très agaçant. Tout le long du film, tu sais jamais trop combien de temps il s'est passé entre le moment où il l'a séquestrée, enfin, il l'a enlevée, et le moment où elle commence un petit peu à se sentir à l'aise. Bref, ouais, séance de shopping insupportable, en mode musique fun, alors que vraiment, c'est pas fun, avec les hommes de main qui portent tous les sacs de Laura qui fait son shopping. Et dernière séance de shopping, elle est dans la cabine pour une séance d'essayage lingerie. Massimo se dit, tiens, je vais rentrer dans la cabine parce qu'après tout, j'ai tous les droits. Et elle provoque un petit peu, on sent que Laura, c'est un petit peu, elle aime bien provoquer, elle le taquine un peu, elle le séduit, et lui, il aime pas quand elle joue comme ça, la meuf un peu qui a tous les droits. Rebelote, il la plaque contre le mur, blablabla, tu ne me donnes pas d'ordre, je ne suis pas gentil. Laura panique et s'enfuit. Elle sort du magasin comme ça, elle court, donc en plus elle est vraiment, genre elle a des talons, bref, c'est un peu la galère. Et elle essaye de se faire aider, elle interpelle des flics comme ça dans la rue, qui se barre dès qu'il voit Massimo arriver, parce que le mec c'est le mafieux de l'île, donc il se fait respecter par tout le monde. Et Massimo lui refait un petit peu le pitch en lui disant, écoute, ça sert à rien d'essayer de te battre, faut que tu acceptes la situation. Pour toi, le plus tôt ce sera le mieux. Soit tu rends les choses plus difficiles pendant 1 an, soit tu participes à l'aventure que le destin t'a offert. Oh là là, mais quel teubé. Et on enchaîne direct avec un nouveau montage musique en mode empouvoirment fun, avec Laura qui se maquille et qui se fait bonne. Tu sais, genre, elle a le pouvoir, she got power, et elle est trop bonne, elle est trop fraîche. Je comprends pas, ça m'agace. Je suis vraiment désolée, je m'énerve au fur et à mesure de ce film, tellement je me souviens à quel point c'est absurde. Et pourquoi est-ce qu'elle se fait bonne ? C'est parce qu'elle va dîner avec Massimo, et du coup, on a un petit talk entre les deux. Elle lui demande ce qu'il fait dans la vie. Vous connaissez la classic shit, je fais du business. On sait ce que ça veut dire. Attends, ils ont trop un point commun par contre. Vraiment, c'est leur premier point commun, c'est trop incroyable. Il est devenu chef de famille mafieux alors qu'il le voulait pas. Et oh mon Dieu, elle est venue en Sicile alors qu'elle le voulait pas. Mais trop de points communs, JPP. Franchement, ils doivent être ensemble. C'est une obligation. Et on a une espèce de moment love to love avec du piano. Et Massimo qui lui sort « Je veux que tu m'apprennes à devenir plus gentil. » Massimo qui passe en mode romantique. Mais oui, avec le piano derrière, y a rien qui va. Mais on sent que Massimo commence à s'adoucir et lui laisser un peu plus de liberté parce qu'à la fin du date, quand elle rentre dans sa chambre, elle a récupéré son téléphone, son ordinateur, donc elle reprend un peu sa liberté, elle peut appeler sa mère, elle lui dit qu'elle a trouvé un job parce que oui, elle a quand même été séquestrée, personne ne sait ce qu'elle est devenue. Non, mais ça veut dire qu'elle assume ça aussi, ça veut dire qu'elle accepte cette condition. Mais c'est important de le dire, c'est qu'il n'y a aucune fucking raison. Bon, elle a dû faire une session de shopping, elle a dû voir tous les sacs, elle s'est fait « Hey, attends, je suis tranquille, je suis à l'œil, je suis dans une belle maison avec un mec qui est pas trop dégueu. » Bon, séquestration, prenons ça comme des vacances. Ah bah d'ailleurs, mec pas trop dégueu, elle se réveille avec Massimo dans son lit torse nu, et là on sent qu'elle a envie de toucher son beau torse poilu à Massimo. Je tiens quand même à le dire, attends, il a un tatouage sur son pec, il y a marqué cloud, genre nuage. Ça m'a fait éclater de rire. Laura s'en va prendre sa douche, et en fait c'est une très belle maison où en fait t'as des espèces de douches ouvertes avec 2 douches côte à côte. Évidemment, Massimo va la rejoindre pour se laver à côté. Et là, elle lui lance un petit jeu de séduction, elle le regarde, elle le mate clairement, elle le regarde son pénis. Et elle le séduit, elle l'attrape doucement par la taille, elle commence à glisser sa main jusqu'à son bas-ventre. Et puis elle se barre, voilà, elle a joué un petit peu la petite séductrice, sauf que ça plaît pas à Massimo, parce qu'on joue pas avec lui, vous savez, ce n'est pas quelqu'un de gentil. Rebelote la scène de tension sexuelle de merde où il l'attrape par le cou et lui dit d'arrêter ses conneries. Sur une musique pop nulle. Et on enchaîne directement sur un plan de jet privé à l'aéroport où on voit Laura qui est emportée de force dans un avion, elle est en train de se débattre, elle est en train de crier, mais personne ne fait rien, tout va bien. Et on enchaîne directement, elle est ligotée dans son siège, et Massimo en profite pour la tripoter et un petit peu la doigter. Super! Ça m'a scandalisé. Vraiment, il lui touche le sein, il lui pince les tétons, et ouais, il met sa main sous le pantalon et la culotte, quoi. Donc, et lui... Je rappelle quand même ce qu'il avait dit au départ, je ne ferai rien tant que je n'aurai pas ta permission. Donc en fait, c'est le genre de film où ne rien faire, ça veut dire... En fait, ça comprend juste la pénétration, c'est-à-dire qu'il peut faire tout le reste, il peut la doigter, il peut lui toucher les tétons, mais il peut pas la pénétrer, voilà. Et on enchaîne directement, encore une fois, sur un nouveau montage pop fun, mais juste après cette scène, vraiment nouvelle musique pop fun. Ah, c'est trop bien. Laura qui est dans la voiture, ils vont à Rome. Et on voit que Laura, elle a décidé de faire chier son monde, et elle a raison de le faire. Et dans un resto, en fait, pendant que Massimo, je sais pas, il est en affaires, où il voit des gens qu'il connaît, bref. C'est pas son frère. Il voit pas son frère. Son cousin. Son cousin, autant pour moi. Et elle le tease, en fait, en léchant salement une gelato.
Voilà, classico shit. Et à l'hôtel, elle le rejoint dans sa chambre, et la chambre, c'est la chambre la plus beauf du monde avec des néons, tout ça. Enfin, MDR. c'est vraiment la chambre de kéké tuning, quoi. Et en gros, ça se tease. Et Massimo l'attache au lit. Et Attends, lui met une surtout, t'as sorte... pas parlé de l'énorme portrait de Massimo avec un lion oui. à ses pieds. Ça, Oui, c'est le truc pardon. le plus kitsch du monde. Oui, non, mais ça fait partie du packaging, quoi. Quand je dis kéké tuning, ouais. Non, mais voilà, c'est une chambre vraiment de mauvais goût. Et du coup, Massimo va l'attacher au lit. Il y met une espèce de tube télescopique pour maintenir ses jambes écartées au niveau des chevilles, en fait. Ce qui fait que apparemment, plus elle va bouger ses jambes, plus ça va rester écarté. Voilà, donc en gros, elle peut pas se débattre. Et le but de Massimo dans tout ça, c'est lui montrer ce qu'elle rate. Donc, il fait venir une fille dans la chambre. Et la fille lui fait une fellation absolument pas sexy. Alors là, franchement, j'ai fait, attends, c'est ça qu'elle loupe ? Juste une fellation de merde ? Ah bah ça va, elle s'en sort pas si mal que ça, notre Laura. Et c'est là, à ce moment du film, on en est à 30-40 minutes, un peu plus, où je me rends compte que tout tourne autour de la fellation depuis 1 heure. Je mets depuis 1 heure dans mes notes, donc je vais me faire confiance. Mais il y a que de la fellation depuis 1 heure. C'est censé être un film un petit peu érotique et on a vraiment seul acte sexuel apparemment qui existe, hein, c'est la fellation. C'est sucer Massimo. Et il décide de la teaser un petit peu avec ce dialogue absolument incroyable. Je vais te baiser tellement fort qu'on va t'entendre hurler à Varsovie. Oui, parce que là, la fille qui l'a fait venir pour le sucer, elle s'est barrée, donc là ils sont seuls tous les deux dans sa chambre, Laura qui est toujours attachée au lit, et vraiment Massimo qui arrive comme un prédateur sur le lit, il se met au-dessus d'elle. Et là, vraiment, mais moi, il m'a vraiment fait peur, en fait, à ce moment-là. Parce que du coup, il dit, là, ce qui me plaît, c'est que j'ai accès à toutes les parties de ton corps et je peux en faire ce que je veux. Il lui lèche la cuisse et elle, vraiment, elle est pas bien. Elle est paniquée. Enfin, là, clairement, tu te dis, ok, il va me violer. Donc, elle lui demande d'arrêter. Elle lui dit quand même, je t'en supplie. Et oui, c'est là qu'il dit cette fameuse phrase où je vais baiser si fort qu'on va t'entendre crier à Varsovie, hein, très charmant. Mais au final, Massimo n'est pas un violeur, non. Non, donc il lui retire ses menottes. Bah oui. Et du coup, on enchaîne directement, on lui dit « Fais-toi bonne, on va dans un nightclub ». Et Laura obéit, hein, elle se met en turbobounasse. Encore une fois, je trouve cette actrice magnifique. Et on voit que Massimo est en mode business, et Laura, elle va le provoquer, elle va danser, elle va s'éclater. On a un montage musique boîte de nuit coq et pute, c'est ce que j'ai à peu près marqué. Et Laura qui se fait agresser par un mec, Massimo qui sort les flingues, et c'est tout, on s'arrête là. Et on retourne sur un bateau, on enchaîne sur un plan bateau qu'on n'a jamais vu auparavant, mais qui est un très beau bateau, je tiens à le dire. C'est peut-être le Titan. Le Titan. Ouais, putain. Et apparemment, il aurait tiré sur le mec en question, mais du coup on n'a rien vu, sans doute de par le petit budget du film qui ne veut pas montrer grand-chose. Et le vieux mafieux avec qui il traîne, je sais pas, son oncle, j'ai pas compris les bails, ouais, Mario. Il lui conseille de se débarrasser de Laura et de reprendre son ex parce que Laura, elle fait chier. Mais à côté, Laura, elle a des remords, Laura, elle est pas bien, Laura s'en veut. Parce que Massimo, il a tiré sur les mains du mec. Massimo qui lui dit quand même, je n'aurais pas eu à le faire si tu n'étais pas sortie comme une pute pour faire ton petit show. Ah bah c'est classe, hein. Toujours très classe, hein, Massimo, c'est fais-toi bonne, mais pas trop bonne, hein. Il m'énerve, je déteste cet homme. Mais du coup, Laura et Massimo s'embrouillent au niveau juste devant le bateau. Et Laura tombe à l'eau. Enfin, il la violente, attention. Remets quand même les choses dans leur contexte. Il la violente, il la secoue dans tous les sens et c'est lui qui l'a fait tomber. C'est lui qui l'a fait tomber et c'est lui qui la sauve. Donc en fait, il y a toujours cette espèce de jeu d'équilibriste de merde où le mec est un manipulateur, un séquestrateur, je sais pas si ça se dit. Un agitateur. Et son nom n'est pas Jean-Pascal. Mais face à lui, à chaque fois, il va sauver, il va être le sauveur de cette histoire. Donc, à nouveau, on voit Laura se réveiller dans son lit. Elle est à poil dans le lit. Et lui, il est toujours torse nu à côté. Il est quand même un peu romantique. Il lui dit, écoute, sois raisonnable, Laura, je veux pas te perdre, repose-toi un peu. Et là, Laura, elle commence à s'attendrir un petit peu parce que Massimo vient quand même de lui sauver la vie. Quand il s'apprête à partir de la chambre, elle lui rattrape par la main et elle commence à lui ouvrir la braguette. Ça fait plusieurs fois quand même qu'elle joue à ce petit jeu, donc il lui dit « joue pas avec moi ». Mais là, elle ne joue plus. Elle est sérieuse. Ça commence par une nouvelle fellation. Je me suis dit « encore ? Non ! Arrêtez, ça va pas. On va pas avoir que ça, s'il vous plaît ». Et au final, non. Donc on va avoir un espèce de montage très dynamique où on va les voir baiser partout, dans toutes les pièces du yacht. Ouais, c'est un montage de 4 minutes et peut-être le truc le plus cool, entre guillemets, du film. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le plus sexe, entre guillemets, c'est pas trop dégueulassement réalisé. Franchement, je trouve que ça passe. Et puis pour une fois, on voit les deux qui kiffent. On a le mec qui kiffe, on a Laura qui kiffe, et on a, j'allais dire, une variété de
d'actes sexuels, pas tant que ça, hein, c'est entre la levrette et le missionnaire, mais on a quand même un moment où il va lui lécher les seins, il va lui faire un petit crachat au niveau de son pubis pour lui faire un cunilingus. Donc j'ai trouvé, franchement, si je peux dire un truc un peu positif sur ce film, il y avait quelques moments sexy à ce passage-là. Voilà. Mais maintenant, c'est Love to Love avec Massimo et Laura. Et Massimo veut l'emmener à un bal, mais oh mais non Dieu, mais Laura n'a rien à se mettre sur le yacht. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'a rien à mettre sur un yacht pour aller à une soirée ? Eh ben on fait un nouveau montage musique Eurovision pour Pretty Woman avec 2 mecs gays pour faire du relooking. Putain, il reste 40 minutes de film, je n'en peux plus. C'est long, c'est beaucoup trop long. Et il l'emmène à un bal masqué de Rome qui fait très 50 Shades. Tu sais, le second film, 50 Shades, c'est un petit peu le même délire, avec le même type de masque. Et on a un petit montage, il danse au bal masqué Ohé Ohé. Voilà, où il se passe pas grand-chose en soi, mais quelqu'un arrive. Effectivement, quand tous les deux sont en train de danser, ils sont interrompus par Anna, donc la fameuse Anna qui se présente comme le premier et véritable amour de Massimo. Et Anna, elle est pas contente. Et elle chuchote à Massimo, « Je vais la tuer, je vais te prendre ce que tu as de plus précieux dans la vie, exactement comme tu l'as fait avec moi. » Donc là, on sent que ça commence à tourner vinaigre, cette histoire, parce que jusque-là, ils sont big love, donc il fallait bien rajouter une nouvelle intrigue. Ouais, mais on n'en sait rien, tu vois. Moi, j'ai vraiment l'impression de voir le 50 Shades. Il y a la même chose dans 50 Shades avec l'ex aussi de Christian Grey qui revient et qui veut les tuer. Enfin bref, il y a exactement la même chose. Et bah non, mais c'est avec le mec qui a été adopté à la place de Christian Grey. Attention, spoiler pour ceux qui n'ont pas vu ou pas lu 50 Shades. En gros, Christian Grey, il a été adopté à l'orphelinat. Il était avec un autre orphelin qui, lui, n'a pas été adopté. Et il en a toujours voulu à Christian, qui a fini dans une famille riche, alors que lui, il a toujours dû galérer. Mais en plus, il avait une bonne place. Il est devenu éditeur et tout ça. Enfin bref, c'est un mec qui a bien réussi. Mais il en a toujours voulu à Christian et il dit à un moment, justement, un truc comme ça, genre, je vais te prendre tout ce qui compte pour toi. J'aurais dû être à ta place. Voilà. Et c'est à peu près le même genre de truc avec Anna et Massimo. Sauf qu'on connaîtra jamais les bails. On sait pas qui est Anna, on sait pas si elle est mafieuse, on sait pas ce qui s'est passé entre les deux, on sait pas. On sait pas trop, mais normalement Anna, si j'ai bien compris, elle fait partie d'une famille mafieuse avec qui ils sont en négociation constante, enfin voilà, avec qui ils travaillent de manière rapprochée. C'est pour ça que ça fout un petit peu la merde qu'ils soient omnibulés par Laura, parce qu'en fait, avec Anna, comme ils étaient en couple, le fait qu'ils soient séparés, ça arrange pas les relations entre les deux familles. Bref, c'est franchement pas très intéressant pour le reste du film. Bah, c'est à peine expliqué, hein. Moi, tu vois, je comprends pas tout ça, quoi. Mais ça n'empêche pas un nouveau montage sexe, salle de bain avec musique country rock. Et Massimo qui annonce à Laura qu'elle va prendre un vol pour Varsovie. Bah, Laura, elle est surprise, elle a pas trop envie de partir, mais Massimo lui dit qu'il l'aime, Burke, et qu'elle a pas le choix. Et personne n'explique ce qu'il se passe. Laura retourne à Varsovie, toute chamboulée, toute perdue, elle sait pas ce qui se passe. Mais c'est pas grave, parce qu'elle retrouve sa copine, celle qui était au début du film, là, avec eux, en Sicile. Ouais, Olga, merci. Du coup, Laura lui raconte tout. Ah, il est différent des autres. Et on a une espèce de montage rigolote avec sa copine que je trouve très cringe. Oui. Et Laura qui lui dit qu'elle est tombée amoureuse de lui, elle sait pas quoi faire, mais qu'elle a quand même envie de s'amuser. Est-ce que je peux juste citer quand même la manière dont elle décrit Massimo à sa copine Olga ? Je cite « Un homme grand, fort, qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui prend soin de toi, qui te défend quand il le faut. Quand t'es avec lui, t'as l'impression d'être une petite fille. Il a peur de rien et réalise tous tes fantasmes sexuels. » Vraiment, le parallèle avec la petite fille, je l'aurais un petit peu évité. C'est peut-être le doublage français qui dit ça, mais je trouve ça un petit peu malsain comme relation. Non mais c'est pas un petit peu, c'est totalement malsain. Mais le fait est que Laura et Olga ont envie de s'amuser. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est deux copines qui veulent s'amuser ? Eh ben on fait un montage relooking spa entre copines rigolol et on enchaîne directement sur un montage boîte de nuit entre copines. Ah ah ah. Et Laura est devenue blonde platine, ce qui lui va très bien. Ah moi j'aime pas du tout, je trouve ça affreux. Moi j'aime bien. Ça fait trop Eurovision. Moi j'aime bien mais t'as raison. Effectivement, elles sont en boîte de nuit, elles dansent, elles boivent beaucoup. À un moment, sa pote Olga s'en va parce qu'un client lui a offert un verre. Et Laura se retrouve toute seule au bar. Et qui arrive, comme par hasard, son ex-petit copain qui veut s'expliquer. Parce que, voilà, il a compris. En fait, il l'aime vraiment. Sauf que elle l'aime plus. Maintenant, elle est amoureuse de Massimo. Donc, elle fait tout pour se casser. Et elle est quand même suivie par son ex qui va jusqu'à chez elle, au pied de sa porte. Et il s'embrouille au pied de la porte de Laura. Et là, on a un Massimo qu'on n'avait pas vu depuis le début, qui était assis dans le noir, qui interrompt la conversation en disant « Je crois qu'elle ne veut pas. » Oui, parce que vous savez, pour Massimo, le consentement, c'est hyper important.
Son ex se casse et Laura, elle est un petit peu vénère parce que quand même, elle a été plantée à Varsovie comme ça, sans personne pour l'accompagner. Donc elle s'énerve un petit peu, elle gifle Massimo, elle lui dit « Ouais, t'étais où ?» Mais t'as pas compris pourquoi elle l'engueule ? Ah non, il y a un truc en fait. La raison pour laquelle il l'engueule, c'est que son ex, en fait, il lui a dit qu'il avait... le fait qu'il ait trompé Laura, ça avait été monté de toutes pièces. Et en effet, on se rend compte que c'est Massimo qui a poussé son ex à la tromper, qui l'a mis dans les conditions pour la tromper. C'est pour ça qu'elle est en colère. Non mais attends, mais j'ai loupé 10 minutes de film parce que vraiment j'ai zéro souvenir de ça. Oui, mais pourtant, je te jure, j'ai tout un truc devant les yeux, je te jure, c'est ça. Mais bon, ça n'empêchera pas que c'est quand même l'amour de sa vie et que ça ken contre la fenêtre, donc on a un montage de ken contre la fenêtre. Avec un plan drone autour du bâtiment pour les voir baiser sur la baie vitrée. C'est même pas excitant, quoi. Non, c'est pas excitant celle-ci. Et très important, Laura dit à Massimo qu'elle n'a pas besoin d'attendre la fin des 365 jours. Parce qu'elle l'aime. Mais j'arrive pas à savoir ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble. Pour moi, dans ma tête, c'est 2 semaines, quoi. C'est 2-3 semaines, même pas un mois. Et réveille, encore une fois, Laura découvre à son doigt, à son annulaire gauche, une bague. Et vous savez ce que ça veut dire ? Et bien entendu, Laura va dire « Oui, je veux me marier avec toi, Massimo. » Nouvelle session shopping où c'est pas très intéressant. Ils font du shopping, elle se pavane. Lui, il attend pendant qu'elle défile avec toutes ses robes et il porte les courses. Il a l'air rien à foutre. C'est vraiment cliché, c'est très fatigant. Laura emmène Massimo à un mariage dans sa famille pour présenter Massimo à ses parents. Bon, moi j'ai plutôt marqué qu'il était accepté par la MIF. Et à la fin, Laura attrape le bouquet de la mariée. Ouh, ça veut dire qu'elle est la prochaine. On se refait un petit montage yacht qui navigue parce qu'on n'a pas assez vu de montage, on n'a pas vu assez de yacht qui navigue. Puis retour dans la maison de Massimo, sans transition, qui doit s'absenter pour affaire, entre guillemets. Et pendant ce temps, Laura, elle s'occupe en planifiant le mariage et on apprend qu'elle fait venir sa copine Olga. Donc trop bien, elle va la chercher et on cut. Alors trop bizarre ce montage. Elle est trop contente, elle va la chercher à l'aéroport, la copine qui demande « Hey Laura !» Olga est hystérique, c'est fatigant. Cut direct sur Olga qui s'indigne et qui est vénère. « Comment ça, t'es enceinte ? Non mais vas-y, tu vas pas te marier juste parce que t'es enceinte. Enfin c'est pour ça, t'es pas obligée. » Et tu fais « Attends quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai loupé une info. » Je te jure, j'ai regardé les 15 précédentes minutes du film en me disant « Mais j'ai loupé un truc. » Et non, en fait, on l'apprend comme ça. C'est absurde. Mais bon, au final, ça passe vite, parce qu'il y a un nouvel instant shopping. Mais attention, très important, Massimo ne le sait pas. Et ça a un rôle à jouer pour la fin du film, bon, pour les 10 minutes qui restent, et pour le deuxième film. Ouais, surtout pour le deuxième film. Mais oui, c'est pas grave, parce que comme tu dis, on fait un petit montage rigolo, essayage de robe de mariage. Olga attend Laura avec l'autre mafioso pendant qu'elle est en train d'essayer ses robes. Et Laura sort avec une magnifique robe de mariée. En vrai, elle est très jolie d'ailleurs, la robe. Elle est canon, la robe. Hein. Ah, je dis pas non. Et Laura rassure Olga en lui disant « Je veux me marier avec lui et avoir cet enfant. » Et là, préparez-vous, parce que c'est la dernière scène de 365 jours. Beaucoup d'émotions. Vous risquez d'être perturbés. Vous pouvez toujours quitter ce podcast, mais on y va. Retour en voiture, et du coup, le vieux mafieux, l'oncle ou le cousin, je sais pas quoi, de Massimo, reçoit un call, comme quoi Laura va être assassinée. Et le mec, il essaye de les prévenir, il essaye d'appeler Laura, il essaye d'appeler Massimo, mais ils sont tous les deux en train de se parler par téléphone, et le double appel n'existe pas, apparemment, dans cet univers. En plus, Laura, à ce moment-là, doit annoncer quelque chose à Massimo, donc on comprend qu'elle va lui annoncer qu'elle est enceinte. On voit la voiture de Laura avec Olga qui rentre dans le tunnel, et elle n'en ressort pas. Et Massimo a eu le mec au téléphone entre-temps, il comprend, et s'effondre en larmes. On terminera le film avec des voitures de police devant le tunnel, un petit bateau au loin, et c'est la fin du film. Et Laura est morte, et fin du film, et Dieu merci. Meilleure fin de l'histoire du cinéma, merci. Mais je m'attendais pas à cette fin, j'avais oublié cette fin. Mon esprit avait volontairement oublié cette fin de merde, où je m'étais dit que c'était vraiment la fin de 365 jours, il n'y aurait pas de suite. Mais j'étais naïve, vraiment. On la voit pas vraiment morte, donc on ne sait pas. Tant qu'on ne voit pas, on ne sait pas. C'est du cinéma. Non, mais personne ne termine un film comme ça. Et toi qui n'as pas vu le deuxième, on va en parler après, mais ils font exactement la même chose. Non, mais il fallait absolument que je sache. Est-elle encore en vie ou pas ? Non, je te parle de la fin, ils ont fait exactement la même chose dans le deuxième. Mais je te oui, c'est vrai, en après. plus, j'ai lu j'ai lu un article. Et du coup, on passe à la partie plus profonde. Donc, dans un premier temps, production et diffusion et réception de 365 jours. Alors, on va pas avoir énormément de choses à dire. Parce que y a pas grand-chose à dire sur ce film, en fait. Juste un petit retour sur la trilogie littéraire. Pour vous rappeler, 365 jours, ce sont 3 livres qui ont été traduits dans 23 pays. Apparemment, numéro 1 des ventes dans de nombreux pays à sa sortie, États-Unis, Australie et Allemagne. Il s'est vendu à 1,7 million d'exemplaires en Pologne, ce qui est 2 fois plus que la trilogie 50 Shades.
Et le livre n'a pas été traduit en France, il me semble pas. Et je vois qu'il a été diffusé seulement après le succès sur Netflix. Quand je regarde les éditions, c'est que du 2020-2021, donc j'ai pas l'impression qu'en France, on ait eu la bonté d'âme de faire venir ce livre chez nous. Et quelle perte. Le film, lui, est sorti en 2020. Il a été réalisé par Barbara Bialovac et Thomas Mendes, qui ne sont pas de grands noms du cinéma polonais. En gros, c'est des gens qu'on a plutôt vus dans la réal de séries télé bien du pays ou voire de téléfilms. 365 jours, c'est vraiment leur premier gros film. Au niveau du casting, c'est pareil, c'est le premier gros film à tous. L'actrice qui joue Laura, Anna Maria Siekluka, qui est une artiste polonaise qui est à la fois actrice mais aussi chanteuse, danseuse. Elle était surtout actrice de théâtre à la base. Pareil, beaucoup de petites apparitions dans des séries télé polonaises. Et 365 jours, c'est son premier grand film. Massimo, qui est joué par un Italien, Michele Morone, qui est un acteur, un mannequin et un chanteur italien. Ça fait très longtemps qu'il essaie d'avoir une carrière dans le cinéma, mais c'est un peu un échec. Juste avant 365 jours, il était en dépression parce qu'il avait eu une procédure de divorce compliquée avec sa femme et il a trouvé un boulot de jardinier. Bref, 365 jours lui a permis de remonter la pente. Et pile à ce moment-là, il décide de sortir son premier album, qui va accompagner la sortie de 365 jours, qui est un énorme succès, parce qu'aujourd'hui, grâce à ce film, ce sont des gens qui ont énormément d'abonnés sur Instagram, qui sont de vrais influenceurs, de vrais acteurs. Il est monté à plus d'1 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube, et notamment sa vidéo la plus populaire, c'est son clip qui s'appelle Philip, avec l'actrice qui joue Laura. Je crois c'est une chanson du film. Oui, c'est une chanson. Ouais. En fait, la plupart des chansons qui se trouvent dans son premier album sont dans le film. Et je tiens quand même à le dire, très important, peut-être l'œuvre majeure de sa carrière. Suite à 365 jours, il a fait Danse avec les stars Italie. L'œuvre la plus importante de sa carrière. Exactement, on se souviendra de lui pour Danse avec les stars, c'est sûr et certain. Au niveau de la diffusion, c'est unanime, c'est une grosse merde, que ce soit côté presse, bon, spectateurs, il y en a qui sont un petit peu plus crédules, mais elle est très mauvaise. Je me suis penchée sur notre côté français Allociné. On est quand même à 1,5 étoiles sur 5, ce qui est toujours trop pour moi. On a eu plusieurs pétitions pour tenter de faire retirer le film de Netflix. Il y en a eu une en juin 2020 par le collectif français Sorcières, qui a été signée par plus de 40 000 personnes. Et il y a une autre pétition aussi par un autre influenceur, pas forcément français, je sais plus qui c'est, mais qui a rassemblé plus de 60 000 signatures, donc comme quoi les gens n'ont pas envie de voir cette merde sur notre Netflix. Et le film a été nominé, bien entendu, aux Razzie Awards en 2020 dans les catégories pire film, pire réalisation, pire acteur, pire actrice et pire scénario. Il aura gagné que pire scénario, mais ça a été le film le plus nominé de cette année avec Dolittle, le remake du film que vous connaissez bien, avec Robert Downey Jr., il me semble, qui joue le rôle principal, et c'était une grosse daube. Oui, le remake de Dr. Dolittle avec Eddie Murphy, et ensuite il y a eu un autre remake avec... Ah oui, bah là du coup c'est le remake avec Downey Jr., ok. Mais il faut savoir que c'est Musique de Sia qui a quasiment tout raflé cette année, c'était mérité parce que c'était un bon gros film de merde également. Suite à quoi, les acteurs ont quand même répondu un petit peu à cette vague de haine injustifiée envers eux, surtout Michele Morone, qui a dit « Je crois qu'il faut être prudent à ne pas limiter la création artistique, alors que je ne pense pas qu'il faille interdire un film comme celui-ci d'exister, sinon que ferait-on des films de guerre, ceux où il y a des crimes, des meurtres et les films populaires sur les mafieux ? Je ne veux pas que les gens pensent que cette attitude, celle de son personnage bien entendu, est une bonne attitude, parce qu'elle ne l'est pas. Je trouve que c'est une bonne chose que le film pousse les gens à parler de ce type de sujet pour sensibiliser la société. » J'ai fait alors « Michele, je ne te connais pas. » Mais ferme ta gueule. Parce que franchement, si c'est glamouriser ce genre de comportement que faire prendre conscience, il y a d'autres manières de faire. Très clairement, il y a d'autres manières de faire, il y a d'autres films qui l'ont fait bien mieux que vous jusqu'à présent. Et l'autrice du livre également s'est défendue en disant « Tous les gens qui analysent le film pour faire des théories sur le syndrome de Stockholm oublient qu'il y a des histoires similaires dans la culture populaire depuis des années, en citant particulièrement La Belle et la Bête. Et elle conclut en soulignant que ces livres sont réservés aux adultes, non aux enfants ou aux gens qui croient tout ce qu'ils voient sur le grand écran. » En plus, l'autrice a participé au scénario du film, elle a un tout petit rôle aussi. En tout cas, elle est hyper à fond dans la production de cette adaptation cinématographique. Malgré tout, le film est un énorme succès sur Netflix. Il a été dans le top 3 des films les plus vus dans plus de 28 pays. C'est le deuxième film à être resté le plus longtemps top 1 sur Netflix US, soit un total de 10 jours. Le maximum étant 18 jours avec le film Spencer Confidential avec Mark Wahlberg. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça n'a pas l'air ouf. En fait, c'était un peu bizarre parce qu'il est resté top 1 pendant 4 jours. Ensuite, il y a eu un autre film. Et 3 jours après, il est redevenu top 1. Donc, c'était vraiment un peu une première. Et ça a été le 5e film le plus vu de la plateforme en France et en Angleterre. Et ça fait chier. Et ça fait chier.
C'est pour ça qu'on en a entendu tant parler de ce film. Mais après, c'est Netflix. Faut savoir aussi et garder en tête que tout ce qui est statistique Netflix, c'est un système très opaque, dans le sens où il n'y a rien qui nous est révélé, il n'y a que Netflix qui connaît vraiment la réalité des choses, et il n'y a aucun chiffre qui sorte à part ceux que Netflix veut bien nous donner. Donc en soi, moi j'ai toujours cru, alors c'est mes petites théories du complot, mais j'ai toujours pensé que Netflix en fait trafiquait un petit peu ses comptes ou mettait en avant certains films ou d'autres selon les tops, voilà, comme on n'aura jamais le fin mot, peut-être qu'on l'aura plus tard, mais pour le moment c'est tellement opaque, on sait tellement pas qu'on est obligé de se fier à la parole de Netflix qui peut de ce fait mettre en avant n'importe quelle œuvre. Ils n'ont pas à justifier, et que eux qui savent. Maintenant, on va analyser le film dans ce qu'il est, et on va se demander à quel point c'est sexe, et est-ce que c'est un scandale justifié ? Alors oui, carrément, c'est un scandale justifié. Plutôt sur le fond que la forme, parce que la forme, je vais pas dire que c'est pardonnable, mais c'est un film de merde, et des films de merde à la réalisation, il y en a plein, il y a des faux raccords de partout, c'est mal fait, c'est mal monté, il y a des montages dégueulasses tout le temps, donc ça, à la limite, j'ai envie de dire, c'est pas scandaleux à ce point-là, et c'est pas sexe pour autant, mais c'est le fond qui est vraiment problématique, et c'est ce qu'ont pointé toutes les critiques du doigt. C'est pas possible. Déjà, le pitch, 365 jours de séquestration pour tomber amoureuse de quelqu'un, et le chemin émotionnel et identitaire que fait Laura est absolument catastrophique, quoi. C'est juste pas possible. Par rapport à un homme, on te le présente la première fois, c'est je force des hôtesses de l'air à me faire une fellation. C'est pas possible. Il y a le site 1001 Héroïnes, un site qui recense et conseille des œuvres féministes, qui a listé toutes les scènes abusives du film. Donc Laura subit 4 agressions sexuelles et 7 scènes d'étranglement. Vous savez, ces fameuses scènes où il impose un petit peu sa domination en la plaquant contre un mur pour créer une espèce de tension sexuelle. Ça me fait marrer le truc, tu sais, que tu as cité de l'autrice en disant « oui, des œuvres comme ça existe depuis longtemps, La Belle et la Bête ». Ouais, d'accord, mais ça justifie pas de continuer à faire ça en 2020. Je veux dire, en fait, la plupart de ces scènes, moi, ça me fait beaucoup penser à la fameuse scène de Blade Runner, qui est vraiment le truc où il impose un baiser et c'est censé être une espèce de tension sexuelle et un moment érotique. Ouais, ce film, c'est de la pure culture de viol. Et en plus, je trouve que c'est un faux porno. Enfin, en fait, je trouve que c'est un porno tronqué. Pour moi, la scène de viol dans l'avion avec la fellation forcée avec l'hôtesse de l'air, les plans qui sont choisis, les gros plans, la manière dont c'est filmé, la manière dont on demande aux actrices de jouer, de regarder langoureusement la personne pendant qu'il lui caresse la lèvre, c'est vraiment un style qu'on retrouve vraiment dans le porno. Mais en parlant de porno, est-ce que finalement les scènes de sexe sont si hot que ça, selon toi ? Hors scène porno, parce qu'on a quand même la scène du yacht qui est pas dégueulasse, je trouve. Moi, je trouve les scènes de sexe d'une très grande pauvreté. Mais ouais, je trouve que c'est hyper pauvre. T'as que de la fellation pendant 1 heure. T'as que de la domination. Enfin, non, c'est nul. C'est du vu et revu. Il y a que le mec qui prend son pied. Les autres, c'est soit des objets sexuels dont on n'a aucune considération, que ça soit l'hôtesse de l'air ou la fille qui va utiliser pour faire une fellation pendant que Laura les regarde. En fait, il y a que le mec qui prend du plaisir. Alors, il y a Laura, la scène du yacht, c'est peut-être la seule où c'est un petit peu sexy. Mais sinon, c'est hyper pauvre. Je trouve pas ça hot. Franchement, je trouve ça dépassé, en fait. Déjà, ça m'avait agacé dans 50 Shades, et là, je trouve que ça a 10 ans de retard, quoi. Mais en fait, c'est là où je me dis que si la relation, elle était bien construite, tu vois, s'il y avait vraiment une bonne histoire de mon personnage derrière, je pense que j'aurais trouvé ça hot. Tout ça pour dire que tu peux pas juste poser des scènes de cul en faisant des scènes de cul un petit peu, je sais pas, c'est même pas de la provoque, quoi, faut dire ce qui c'est même pas provoquant. Mais juste, je trouve que ces genres de scènes, elles auraient vraiment bien marché si vraiment c'était bien écrit derrière. Comme quoi, juste faire du cul, ça ne marche pas. Mais dis donc, est-ce que ces scènes de sexe, on voit quand même beaucoup de choses, hein. Tu vois, on voit vraiment que les 2 acteurs sont nus, on voit vraiment que ça se tripote bien de partout. Est-ce qu'elles sont simulées ou pas ? Ah oui, parce que beaucoup de gens se sont posé la question, est-ce que les scènes de sexe sont simulées ? Eh bien oui. Le directeur de la photographie explique l'envers du décor. Nous voulons que la caméra soit aussi invisible que possible. Donc les prises ont été très longues et ils ont voulu créer une atmosphère intime pour les acteurs, mais il n'y a pas de vrai sexe dans les films. Et d'ailleurs, l'acteur principal qui joue Massimo justifie la chose en disant qu'elles ont l'air réalistes et les gens se posent la question parce que ce sont des très bons acteurs. Alors j'ai envie de remettre ça en question parce que franchement, non, c'est pas des bons acteurs. Du tout. Mais ce sont des bons acteurs porno. Je trouve qu'ils sont très mauvais dans le reste du film dès qu'il s'agit de faire des dialogues et d'avoir une palette de jeux d'acteurs un peu plus large que la domination sexuelle ou la soumission sexuelle et le plaisir, enfin la tension sexuelle. Donc je trouve que les seuls moments où ils sont pas trop mauvais, c'est quand il y a du cul. Pour continuer du coup sur le tournage et comment se sont déroulées les scènes de sexe,
Le directeur de la photo continue en disant que leur objectif était que le public puisse entendre les murmures, leur respiration, montrer la sueur, la passion, du naturel, de l'authenticité, sans jamais franchir la limite de la pornographie, ce que moi je remets un petit peu en question. Que l'idée c'était pas de faire du porno, mais de rendre justice aux livres qui décrivent des moments sexuels très passionnés et intimes. Le défi était double pour le directeur de la photo, comment rendre une scène séduisante et érotique dans les limites du beau goût et du bon style. Spoiler, c'est raté. C'est raté. C'est raté, monsieur le directeur de la photographie. Même si votre photographie, elle est pas totalement dégueulasse, c'est raté quand même. Mais c'est peut-être mieux pour la suite, non ? Ah bah, écoutez, ce premier film n'a pas fait l'unanimité au niveau des critiques, mais on vous l'a dit, il a été très regardé, ce qui entraîne une suite 365 jours au lendemain, ou 365 days this day, diffusée sur Netflix seulement, pas de sortie salle cette fois-ci, en avril 2022. Et c'est pas plus concluant que le premier, j'ai l'impression que j'ai même pire. On est toujours à 0% de notes favorables sur Rotten Tomatoes, comme le premier. Est-ce que tu l'as vu toi, Mina ? Quand j'ai terminé le premier film, je ne pouvais pas rester sur cette fin. C'était trop dur, il me fallait voir la suite. J'ai commencé à le lancer direct, instantanément après la fin du premier, j'ai enchaîné sur le deuxième. Je me suis très vite arrêtée parce que je me suis rendu compte que c'était très mauvais, parce qu'en fait, on commence avec un espèce de... Déjà, ils expliquent pas, donc en fait, on apprend que Laura est toujours en vie, elle n'est pas morte, mais qu'elle a perdu son bébé. Encore une fois, truc très cliché, enfin, c'était tellement prévisible, ça m'insupporte. On a une espèce de 10 minutes où on les voit dans leur mariage, c'est ça, dans un espèce de filtre sépia insupportable. Donc je me suis arrêtée là parce que c'était trop. J'avais suffisamment souffert. Non mais juste pour vous expliquer un peu ce qui se passe dans la suite très rapidement, en gros c'est Massimo et Laura qui sont mariés, comme le disait Mina, mais Laura commence à se faire chier. En plus Massimo il est très occupé au travail, il se voit pas autant, il ken pas autant qu'avant... Franchement, ça fait chier. Oubliez tout le reste de ce qui s'est passé dans le premier, on s'en fout. La tentative d'assassinat, on s'en fout. Le bébé, on s'en fout. Ça ne reviendra jamais sur la table. Et du coup, Laura commence à zioter un petit peu leur jardinier ou l'homme de chantier, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et par un soir de soirée, mon Dieu, Laura surprend Massimo en train de la tromper avec Anna. Il me semble que c'est avec son ex Anna. Et du coup, Laura décide de s'enfuir, elle est bouleversée, elle s'enfuit avec le jardinier / homme de chantier avec qui elle a une petite aventure. Mais en fait, on se rendra compte à la fin que tout ça, ce n'était qu'une manigance. Que la personne que Laura avait vue en train de coucher avec Anna, c'était pas Massimo, c'était son jumeau maléfique qui veut reprendre l'empire de Massimo parce qu'il est dégoûté que ce soit Massimo qui ait eu le pouvoir. Donc voilà, il veut faire tomber Massimo. Et à la fin du film, le jumeau diabolique, il tire sur Massimo et Anna, l'ex de Massimo, tire sur Laura. Et ils sont tous les deux en train de mourir juste à la fin du film. Et vous savez que s'il y a une trilogie, c'est qu'ils sont pas morts. On aura un 3e film. Dieu nous en garde. Et je terminerai sur le titre de Télérama, 365 jours au lendemain, sur Netflix. Il faut vraiment être maso pour s'infliger cette suite. Mais avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité ? Non, ça m'a pas excité, ça m'a beaucoup énervé. J'ai vraiment été très agacée tout le long du film. J'ai fait pause beaucoup de fois pour lever les yeux au ciel, souffler et lâcher un petit « Putain, ça m'énerve !» Non, c'est pas excitant, c'est cliché, c'est dépassé de j'ai envie de dire 10 ans, c'est même dépassé de 20 ans, cette vision du romantisme, de l'amour et de la sexualité. Ce n'est ni à faire, ni à refaire, je sais pas quelle est l'expression, mais non. Ça devrait dégager Netflix et ça m'agace parce que je sais que beaucoup de gens aiment ce film, tout comme beaucoup de gens aiment les 50 Shades. Et je trouve que les 50 Shades sont gentils à côté. Je trouve que ce sont, cinématographiquement parlant, pas forcément de meilleurs films, mais dans le propos, je trouve ça plus soft que 365 jours, que je trouve vraiment délivre un message complètement dépassé, dangereux en fait, sur la culture du viol, sur le romantisme et les relations hétérosexuelles. Donc j'aimerais que personne ne voit ce film. Et toi, Jade, est-ce que ça t'a excité ? Non, du tout. Comme toi, j'ai craché ma colère pendant 2 heures de film. Et vraiment, 2 heures de film, c'est beaucoup. Surtout si tu comptes 4 heures de film avec le second. Je sais pas pourquoi je me suis infligé ça, mais je l'ai fait. Et c'est dur, quoi, comme tu dis, c'est pourquoi est-ce qu'on fait encore des films comme ça en 2020, 2022 ? Pourquoi est-ce que ce type de littérature marche toujours ?
On sait que c'est 50 Shades qui a un petit peu entraîné tout ça, mais j'ai l'impression qu'on commence à rentrer dans une espèce de système où pour que ça marche mieux aujourd'hui, il faut que ce soit plus fort, il faut que ce soit encore plus violent, il faut que les personnages soient encore plus antipathiques, que l'homme soit encore plus violent. Bref, j'ai l'impression qu'on va rentrer dans cette spirale où ce sera jamais assez. Et là, on est quand même sur le pitch d'un mec et d'un mafieux, bon, on s'en fout qu'il soit mafieux en soi, mais d'un homme qui séquestre une femme pendant 1 an pour la forcer à faire tomber amoureux, qui la violente, qui la touche sans son consentement, et tout ça glamourisé devant la caméra de manière très mauvais goût, faut dire la vérité, c'est de très mauvais goût même dans sa réalisation. Mais il y en a quand même qui arrivent à s'exciter et à trouver une belle histoire d'amour devant ça. Et ça fait peur. Moi, ça fait peur, en fait. Je me dis, mais ce sera quoi le stade au-dessus ? On a eu 50 Shades, tu fais, ok, il y avait plein de choses qui allaient pas, mais moi, je trouve que c'était tellement absurde et n'importe quoi que j'arrive pas à rendre ça réel. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, 50 Shades, c'est vraiment absurde. Ensuite, on a eu After, pour moi, qui était un petit peu le penchant adolescent. Bon, le mec, il était juste bad boy et torturé, mais... Passons, voilà, on était quand même à peu près sur la même veille de je suis un méchant garçon, non, tu ne peux rien faire pour moi, oh là là, avec la jeune ingénue vierge. Mais là, sur 365 jours, on est quand même sur 2 personnages qui aiment le sexe et qui le montrent, mais on est sur un niveau de violence et de culture du viol qui est absurde. Et j'ai l'impression que le prochain film qui aura du succès, entre guillemets, ce sera encore plus violent. Et j'ai pas envie de rentrer dans cette spirale de la culture du viol qui pose problème à tout le monde en plus. C'est pas bien de faire des films comme ça, c'est vraiment pas bien, on ne peut plus faire ça. Et on ne peut pas prendre comme excuse qu'il y a toujours eu des récits comme ça. S'il y a eu des récits comme ça, c'était mais des contes, des vieux contes des années 15, enfin du 15e siècle, du 16e siècle, voire encore moins. Et c'est normal qu'on soit dans cette culture parce qu'on n'avait pas conscience. Mais là, aujourd'hui, on est en 2020, on est à une époque où on essaye quand même de faire du féminisme un combat important dans la représentation culturelle des femmes. Et c'est grave qu'on en soit encore coincé à ce stade-là, c'est vraiment grave. Donc j'espère que 365 jours, ça suffira, qu'on n'aura plus rien de scandaleux, et je pense que si, en vrai, on en aura encore. Mais j'espère que ce sera le dernier, entre guillemets, succès de ce genre-là qu'on connaîtra, en tout cas, sur Netflix ou sur les plateformes. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu et ne vous a pas donné envie de voir ce film. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode et rendez-vous sur notre Insta @n'importecu pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à dans 2 semaines. Allez, ciao! Daniel, Julien, la route est longue, hein? Bon voyage, Maurice. Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi. Hey, ciao.